Bonjour à tous, bienvenue, bon réveil si vous ouvrez tout juste l'œil. Aujourd'hui c'est mardi, nous sommes le 29 avril et nous sommes ravis avec Antoine de vous retrouver pour cette nouvelle tranche d'informations sur TV Vendée. Salut Antoine, ça va de ton côté ? T'as mis la lumière dans ta régie, tiens, pour aujourd'hui. On va essayer ensemble de vous emmener sur la route de l'actualité vendéenne. Et justement, du côté de l'actu, eh bien, une question. À quoi sert l'argent de l'Union européenne ? À l'approche du 9 mai et donc de la journée de l'Europe, eh bien, le Nord-Ouest Vendée a décidé de faire un bilan et de présenter ce qui a été mis en place grâce à la participation de Bruxelles. De la rénovation des digues à l'achat de triporteurs pour promener les aînés, Mathis Pires nous dira tout dans quelques instants dans le début du journal. Nous irons aussi du côté de Saint-Julien-des-Landes pour parler CSR, combustible solide de récupération. L'idée, c'est d'utiliser les déchets non dangereux mais qui ne peuvent pas être recyclés pour en faire des blocs de combustible qui sont destinés aux entreprises. Le site vient d'être inauguré, nous étions sur place. Et puis arrêtez d'arracher orties, pissenlits et autres plantes sauvages dans les jardins ou dans les rues. Ce sont de vrais atouts naturels qu'une exposition met en valeur pendant quelques semaines du côté de Longeville-sur-Mer. C'est une initiative du syndicat mixte aux Anse-Vertonnes. Pour réagir à la matinale, un numéro de téléphone, le 06 84 54 77 23. 06 84 54 77 23. Maintenant qu'on a un petit aperçu de l'actualité vendéenne, je vous propose de passer aux informations pratiques. Eh bien oui, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Comment on s'habille? Si on va au bord de la mer, c'est quand les horaires de marée? Eh bien, on voit tout ça maintenant. Et on commence avec la météo. J'ai commencé à vous sensibiliser hier à l'idée que l'été pourrait être proche. Voilà, et à nouveau, aujourd'hui, c'est une très belle journée estivale qui s'annonce. Ça commence dès ce matin avec un ciel bien dégagé pour tout le monde. 10 à 14 degrés au réveil et 20 degrés à Montaigu, Chaland, les Sables d'Olonne ou encore La Roche-sur-Yon avant midi. Cet après-midi, c'est la même chose. Du soleil pour tout le monde. Nous devrions avoir 21 degrés dans le Pouzauger, 23 degrés en Gâtine vendéenne et autour de Moutier-les-Mauffais, 24 sur une bonne partie du reste du territoire et jusqu'à 25 degrés du côté de Chantonnay et de l'Île-Dieu. Passons maintenant, dans ce contexte très ensoleillé, aux horaires de marée et je vous propose une basse mer en milieu de journée. On va s'appesantir sur cette basse mer, puisque justement les coefficients sont encore assez élevés, 107, 105, ça veut dire que c'est un temps idéal pour aller à la pêche à pied si vous êtes sur le littoral ou pour emprunter le passage du Gois, 12h36, ça c'est l'heure de basse mer du côté de Noirmoutier. Vous avez donc 1h30 avant et après cette basse mer de 12h36 pour emprunter sereinement le passage du Gois. Notre carte des marchés à présent avec 3 rendez-vous à retrouver aujourd'hui en Vendée. Il y a évidemment bien plus de marchés que cela le mardi en Vendée, mais nous en choisissons 3 tous les jours à mettre en avant. On va s'intéresser à Mortagne-sur-Sèvre aujourd'hui, c'est jusqu'à 12h30, place Hulin, Saint-Hilaire-de-Riez aussi, quartier de Sion, jusqu'à 13h, enfin La Roche-sur-Yon, comme quasiment tous les jours. Le rendez-vous, c'est au Halles et c'est jusqu'à 13h également. Passons à notre éphéméride du jour avec une bonne fête aux Catherine. Alors là, vous allez me dire, bon, la Sainte Catherine, c'est au mois de novembre. Eh bien non. Là, aujourd'hui, en ce 29 avril, c'est la Sainte Catherine de Sienne, alors que le 25 novembre, c'est la Sainte Catherine d'Alexandrie. Il ne faut froisser personne. À la Sainte Catherine de Sienne, les hirondelles reviennent dans leur domaine. Ça, c'est notre dicton du jour. Il y en a beaucoup d'hirondelles en ce moment en Vendée. Hein. Vous les entendez peut-être sous votre toit. Le soleil est avec nous depuis 6h53 en Vendée et il reste avec nous jusqu'à 21h12, ça fait du bien. Et nous allons terminer avec cette anecdote. Ça s'est passé un 29 avril. 29 avril 1945, c'était la libération des prisonniers du Stalag de Moschburg en Allemagne par les Américains. On est en Bavière et c'est un des plus grands camps de prisonniers de la Seconde Guerre mondiale. Alors vous allez me demander le lien avec la Vendée. Eh bien c'est que parmi les prisonniers libérés, il y a le peintre et illustrateur vendéen Claude Delaunay et il en a fait un livre, Claude, de cette expérience.
Un livre publié en 1995, Drôle de guerre, tourisme en Bavière, 1939-1945. On passe au journal. Quasiment 3/4 de siècle déjà pour l'Union européenne. Créée en 1951, elle est souvent pointée du doigt, souvent critiquée pour ses côtés bureaucratiques, centralisateurs ou encore son manque de transparence. Mais l'UE participe aussi au financement de projets de proximité. Et c'est ce que les élus du Nord-Ouest Vendée ont voulu rappeler. Agriculteurs, pêcheurs, défenseurs de la nature, les exemples, vous allez le voir, ne manquent pas. Mathis Pires. Vous les avez sûrement déjà croisés sur les pistes cyclables, les triporteurs. Et bien voilà, un exemple de projet financé par l'Europe. Ce vélo d'une valeur de 13 000 € a bénéficié en intégralité des subventions européennes. Et on a créé à cette occasion-là, en 2022, une antenne de l'association nationale à vélo sans âge qui permet aujourd'hui de sortir, de faire profiter des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, de balades, de sorties dans le Marais, sur le littoral. Et ainsi, on a fait en 2024 4000 km comme ça. On a fait 250 balades qui ont permis de sortir au moins 300 personnes. Sans l'aide de l'Europe, nous aurions eu du mal à trouver des financements. D'autres projets tels que l'extension de la maison de santé à Salertaine ou encore la rénovation du Pays de la Blette ont aussi bénéficié d'une subvention de l'Europe. Mais il y a d'autres projets que nous ne voyons pas forcément. L'Europe soutient financièrement les agriculteurs, les pêcheurs ou encore la biodiversité. L'Europe est au quotidien et elle participe à l'aménagement de nos territoires, elle participe à l'attractivité de nos territoires et elle participe aussi à l'accompagnement financier, que ce soit les collectivités, les associations, les entreprises. Donc je crois que voilà, c'est ça qu'il faut retenir et que la région, bien sûr, est à nos côtés sur ces fonds européens. C'est des millions par an qui arrivent sur nos territoires et ça ruisselle sur beaucoup d'activités et d'aménagements. De 2021 à 2027, la région Pays de la Loire bénéficie d'une enveloppe totale de 625 200 000 € de fonds européens. Et parmi les aides européennes, il y a aussi le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. En 2023, ce fonds représentait 70% des aides publiques en Vendée pour le soutien de toute la chaîne de pêche et d'aquaculture durable. Une filière qui a besoin de cette enveloppe, mais qui a aussi besoin de renouveler ses générations de patrons de pêcheurs, de poissonniers ou encore de transformateurs. Et c'est pour cela que Route Pêche revient mi-mai, une matinée de présentation du secteur au grand public, directement dans le port des Sables-d'Olonne pour visiter des bateaux, assister au calibrage des poissons ou encore découvrir la criée. Ah, on est une espèce sous tension, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et pas que la pêche, hein, toute la filière. On cherche du monde pour travailler dans les halles à marée, on cherche du monde pour travailler chez les poissonniers. Je ne parle pas du transport parce que la pêche aujourd'hui est hyper tributaire du transport. Oui, on est preneur, oui, c'est pour ça que on fait aujourd'hui beaucoup de déplacements dans les écoles, enfin les structures professionnelles, pour vanter, on va dire, les métiers de la pêche. Tout le monde ne connaît pas la pêche, on s'en rend compte de plus en plus, mais c'est un métier aussi où quand vous voulez travailler, c'est un sacré tremplin social, c'est-à-dire à 20 ans vous pouvez être chef d'entreprise. Il y a quand même une pêche qui est relativement dynamique avec une activité et qui emploie quand même beaucoup d'hommes et de femmes, et qui fait vivre pas mal de familles. Et l'opération Route Pêche, c'est donc le 17 mai au Sables-d'Olonne de 9h à 12h30. Direction Saint-Christophe-du-Ligneron maintenant pour une innovation qui pourrait faire date. Trivalis vient d'y inaugurer la 2e unité de production française de CSR, le combustible solide de récupération. C'est en passe de devenir la possibilité de transformer pour réutiliser une bonne partie des déchets non recyclables de notre quotidien. Sur les 48 000 tonnes annuelles de déchets qui passent par Trivaland, 18 000 pourraient ainsi être valorisés et proposés aux entreprises. On vient valoriser ce qui reste des ordures ménagères qui peut servir de combustible.
Donc on vient extraire, encore en partie, dans les ordures ménagères, un combustible qui servira à alimenter des chaudières industrielles. C'est une première parce que là on est sur de l'ordure ménagère et donc souvent le CSR se fait à partir de résidus de bois, résidus de textile et là on vient l'extraire encore de nos ordures ménagères. C'est pour ça que c'est une première. Il y a un deuxième site dans la Drôme, mais pour le territoire, pour le secteur, pour l'ouest de la France, je pense que c'est la première unité de production de CSR à partir de ce qu'on appelle le refus primaire des ordures ménagères. Le CSR, c'est un combustible donc, qui vient alimenter des chaudières. Alors, ici, en partie, une chaudière située sur le territoire, la chaudière Piftobois, qui utilise une partie de ce CSR, justement, pour, elle, fabriquer de la chaleur, soit un réseau de chaleur. Ça peut alimenter une usine aussi, enfin une chaudière pour la cogénération, pour produire de l'électricité. Donc, c'est un combustible. Et dans le cadre de Piftobois, dans le cadre d'autres chaudières, on vient substituer du gaz ou du charbon ou du fioul avec une énergie du CSR qui est extraite de nos ordures ménagères. Le couple a fait son entrée au Panthéon il y a un peu plus d'un an, en février 2024. Missak et Méliné Manoukian retrouvent depuis un peu de visibilité. Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Fontenay-le-Comte et ces derniers jours, La Roche-sur-Yon leur ont attribué une place dans la ville. À La Roche-sur-Yon, c'est désormais un rond-point qui porte leur nom. Une plaque pour honorer la mémoire de ces deux résistants arméniens engagés au sein du Parti communiste. C'est un moment extrêmement important et c'est un grand honneur pour nous les communistes que ce rond-point ait été nommé au nom de Missak et Méliné Manoukian, puisque tous les deux ont été des résistants, des francs-tireurs partisans, main-d'œuvre immigrée au moment de la guerre 39-45. Et Missak a été assassiné. Il fait partie des 23 de la fiche rouge qui ont été assassinés en 1944. C'est dans la ligne droite de la reconnaissance qui a été faite par le président de la République le 21 février 2024, où il a fait rentrer le jour anniversaire des 80 ans de la mort de Manoukian, les époux Manoukian, au Panthéon. Et dans cette lignée-là, eh bien, nous avons tenu à honorer leur mémoire et d'avoir un endroit qui leur soit dédié pour honorer ceux qui, n'étant pas français à la base, avaient choisi la France suite au génocide arménien et qui se sont battus dans les réseaux de résistance pour la libération de la France et qui sont tombés sous les balles. Il est tombé sous les balles. La météo est idéale pour prendre le temps de flâner dans les rues et de regarder juste à côté de ses pieds, car il y a de grandes chances pour que vous y remarquiez ce qu'on appelle des herbes folles, cette fleur sauvage qu'il ne faut surtout pas arracher. À Longeville-sur-Mer, une exposition en plein air met justement en avant leurs vertus pendant quelques semaines. Léo Marcheguet. Elles poussent dans nos centres-villes sans même que l'on s'en aperçoive. Ces fleurs pâtissent d'une réputation peu glorieuse, souvent considérées comme de mauvaises herbes. Alors, la commune de Longeville-sur-Mer a décidé de mettre ces plantes à l'honneur avec une exposition itinérante à travers les rues du village. D'abord, c'est le syndicat aux Ansverton qui nous a fait la proposition de nous prêter une exposition itinérante sur les plantes belles et rebelles. Nous avons pensé qu'il était opportun d'accepter cette proposition et donc nous avons mis en place ce projet il y a quelques mois et qui permet de mettre en valeur les plantes sauvages auxquelles souvent on ne porte pas attention. 17 panneaux ont été installés par les services techniques de la ville avec pour objectif de sensibiliser les promeneurs sur l'utilité de ces plantes. Le temps fort de cette exposition interviendra le 26 avril avec la venue d'un botaniste. Nous, le syndicat mixte aux Ansverton, on fournit les bâches aux collectivités gracieusement. On finance également une balade avec un botaniste qui est un peu un temps fort dans l'exposition et qui permet vraiment de sensibiliser un peu les personnes à l'usage des plantes et à les plantes au quotidien, à savoir les reconnaître, etc. Et du coup, on collabore avec les communes pour faire un petit peu des parcours, pour essayer de repérer un peu les plantes qui sont présentes ou non, c'est pas toujours évident, pour ensuite les exposer pendant une durée d'un mois à peu près sur la commune. Et si ces plantes pullulent, c'est qu'elles ont acquis une certaine robustesse au fil des années. Il s'agit de graines qui sont là depuis des millénaires et qui sont toujours présentes dans la terre. Il suffit qu'un peu de pluie, un peu de soleil et elles apparaissent. Alors elles étaient connues autrefois avec leurs bienfaits, la plupart du temps. Ça s'est perdu dans les, on va dire, 50-60 dernières années au profit
soit de choses très horticoles, soit pour l'agriculture d'espèces bien sélectionnées. Mais il est évident que dans l'avenir, on aura besoin de s'en resservir. Grâce à cette exposition, la commune de Longeville-sur-Mer entend bien redorer l'image de ses plantes. Et le plan du parcours éphémère est disponible en mairie à Longeville pour sillonner les rues de la commune en suivant le fil de cette exposition sauvage de rue. Terminons du côté de Fontenay-le-Comte avec le festival de Terre-Neuve qui approche. La billetterie est déjà ouverte depuis quelques jours pour ces 7 soirées théâtrales en plein air dans la cour du château, ainsi que 2 représentations délocalisées à Comquier et à Mouchamp. Shakespeare, Marivaux, Gogol ou encore Anouilh sont au programme. La programmation du festival de théâtre depuis de nombreuses années est toujours d'extrême qualité, puisque à nouveau cette année il y a une pièce qui est nominée pour 5 Molières, donc la pièce de Jean-Philippe Daguerre, du Charbon dans les veines. Donc on voit là encore, comme les autres années où il y avait eu d'autres nominations, je pense notamment à la machine de Turing, etc. On voit qu'on a une programmation extrêmement qualitative. Et le festival de Terre-Neuve, c'est donc à partir du 13 juin. La billetterie, je vous le disais, est ouverte. La météo de ce début de journée, avant d'enchaîner sur la suite de cette matinale, eh bien, c'est une très belle journée qui commence à nouveau avec des pointes à 20 degrés avant midi. 19 du côté de Montaigu-Vendée, de La Roche-sur-Yon, 18 à Longeville-sur-Mer, tiens, où nous étions il y a quelques instants, et donc 20 si vous êtes du côté de Fontenay-le-Comte. Passons donc maintenant à la suite de cette matinale et on va commencer avec notre plus de l'info. Nous allons revenir ce matin sur un métier qu'on connaît peu, celui de conseiller technique en chambre d'agriculture. Il permet aux agriculteurs de planter les bonnes variétés de céréales en fonction du climat et de la qualité de la terre où se trouvent les parcelles. Et cela peut changer, vous allez voir, entre le nord et le sud de la Vendée. Et on est en train de mettre en place un essai expérimental sur les variétés. On teste des variétés de maïs. Voilà. Donc là, c'est un gros essai. C'est l'un de nos 2 gros essais de l'année. On a à peu près 70 variétés en 3 catégories de précocité. Alors le rôle, c'est accomplir la préparation qu'on a fait depuis déjà 2-3 mois, c'est-à-dire rencontrer les semenciers avec qui on travaille bien. C'est nos partenaires. L'idée, c'est qu'ils nous proposent leur nouvelle génétique. On les teste. On valide si elle fonctionne bien sur nos terres ici. Là, on a des variétés de maïs avec différentes pochettes. Et donc, ces différentes variétés qui vont être mises sur plusieurs blocs. Et donc, qui vont être randomisées et mis à différentes positions pour justement que ça permette d'avoir une meilleure homogénéisation de l'essai. Et donc là, cette machine nous sert à mettre ces pochettes-là, qui sont ici, qui sont numérotées avec des variétés. Et puis, ça va tomber et la variété qui sera en dessous va être aspirée et remise dedans. Et à chaque fois, on va avoir une variété qui va venir se positionner. Donc moi, je vais être dessus là toute la journée à préparer cet essai. On vérifie que la qualité du semis elle est bonne, ce qu'on a fait sur notre semoir. Notre semoir, il est bon. Et pour montrer un peu aux téléspectateurs, l'idée c'est on vérifie ici si le semoir agriculteur sème bien. Donc ce qui est bien, en l'occurrence, il est régulier, il positionne les grains régulièrement, ce qui est un gage de bonne implantation. À notre niveau, ça nous permet donc de voir donc les nouvelles variétés, l'évolution de la génétique. Et ensuite, en fonction de ça, donc on se cale, on fait nos choix variétaux pour les années futures en fonction des résultats qui sont présentés
donc par les résultats chambre d'agriculture, notamment les essais maïs, variété maïs, quoi. Au niveau précocité, humidité, rendement, donc rentabilité. En fonction de ça, on étudie les variétés qui sont un peu moins bonnes, qui sont moins bonnes au niveau de la verse, au niveau des rendements. Voilà, donc ça permet aux agriculteurs donc d'aller avec la pointe de la technologie donc pour évoluer pour le futur. Donc on s'adapte au changement climatique d'une part, on s'adapte aussi également en fonction de la qualité des sols, en fonction du bris noir, en fonction du bris beige, et on adapte les variétés en fonction de la sécheresse, des conditions climatiques, mais également du type de sol. Voilà, maintenant vous savez qu'on ne plante pas la même chose entre le nord et le sud de la Vendée. Passons maintenant à notre chronique du mardi, à savoir une petite balade à l'extérieur. Et dans Matin Jardin, ce mardi, je vous propose une sorte de moment suspendu. Vous allez voir, exceptionnellement, on ne va pas retrouver Olivier Rialan, notre monsieur jardin, pour le mot du jardin de la semaine, mais Henriette Pilastre, c'est la propriétaire du logis de la Petite Coudray. Et vous allez l'entendre, on ne plante pas n'importe quoi, n'importe où. Écoutez. Comment intégrer les fleurs ici? Comment vous vous y êtes prise? Je ne sais pas, bon, regardez ce qui voulait bien pousser. Voilà. Quand on veut faire un jardin, il faut tout de même s'occuper un peu des réalités. Il y a du sol et du climat. Et de la lumière aussi. C'est très important la lumière. Il y a des plantes qui ne supportent pas une certaine lumière. À l'île de Ré, ils sont en train de s'amuser à planter des hortensias. Mais c'est un non-sens. Les hortensias ont besoin d'une lumière, la lumière bretonne, une lumière tamisée. Et là-bas, cette lumière implacable. Ils sont très malheureux, les hortensias, là-bas. Bien sûr. Vous savez, on a l'impression que maintenant, souvent, quand on s'occupe d'un jardin, on considère les plantes comme un matériau. C'est pas vrai, c'est pas un matériau, les plantes. Ce sont des êtres vivants. Des êtres vivants, oui. Et vous, vos premiers essais à la Petite Coudray, quelles fleurs vous avez essayé d'introduire ici au départ? Je n'avais pas d'idée préconçue. Du rosier d'abord, parce que j'adore les roses. Et puis ensuite, je dis, bon, il faut voir ce qui pousse ici, qu'est-ce qui veut bien pousser. Et c'était le sol. Le sol est très ingrat. D'abord, tout ce qui est d'abord assez calcaire, donc tout ce qui est plante de bruyère, il ne faut pas causer dessus. Mais il faut surtout des plantes qui ne sont pas trop exigeantes, pas trop gourmandes. Est-ce que ce jardin vous a offert de jolies surprises, de beaux cadeaux de la nature? Oh, je sais pas de surprise. Non, il m'a donné ce que j'espérais, ce que j'attendais, ce que je pensais qu'il allait faire, c'est vrai. Alors, jamais déçu, en tout cas. Il vous a jamais déçu. Et quelle est, pour vous, la meilleure saison à la Petite Coudray? Oh, il n'y a pas de souci. Toutes les saisons sont belles. Le printemps est royal. L'été, contrairement à Marc, moi, j'aime bien l'été. L'automne est toujours somptueux. Et l'hiver, il y a une très belle lumière ici. Magnifique. Même quand il n'y a pas de neige, c'est quand même rare. Avec ces quelques conseils donc recueillis par Marion Blanchet dans un épisode de Bienvenue au Jardin que vous pouvez retrouver sur TV Vendée. Tiens, on va ouvrir maintenant le programme télé du jour. Et on va parler backstage puisque nous sommes mardi avec David Auvinet qui reçoit cette semaine le groupe Voltaire. Le dernier EP de ce groupe est sorti il y a un mois tout juste, le 21 mars. C'était donc l'occasion de venir en parler. Parlez-nous de poupées que vous avez fait aussi, c'était un grand moment. Je savais que tu voulais qu'on parle de poupées. Ouais, évidemment. Est-ce que c'était pour vous le plus grand des festivals que vous avez pu faire depuis la création du groupe? Ouais, moi je te dis sincèrement oui, mais au-delà de ça, c'était un rêve déjà de jouer à poupée, et un rêve qui est devenu réalité. Voilà, quand tu as la chance de rentrer sur scène et que tu vois cet écrin de nature, voilà, et puis avec ces 5000 personnes devant toi, qui sont vraiment très proches de toi, et on a eu la chance de partager ça avec eux. Ça a été vraiment très interactif comme concert. Ils nous ont retransmis beaucoup d'amour, beaucoup de passion et d'énergie. Et oui, ça reste un très bon souvenir pour moi personnellement, mais je pense pour toute l'équipe Voltaire. 5000 personnes, 10 000 yeux qui regardaient
votre performance. Qu'est-ce que ça fait, Ludovic? Bah, ça fait... J'en ai des frissons rien quand on parle. Ah, c'est génial. Non, c'est vrai que c'était incroyable. Puis la soirée était, comme le disait Phil, merveilleuse pour nous. Effectivement, c'est un rêve pour tout Vendéen, je pense, de monter sur les planches de poupée un jour. Ah, il y a d'autres rêves pour les artistes vendéens. La prochaine étape, par exemple, pour Voltaire, c'est demain, mercredi 30 avril. Ils vont se produire pas très loin de Poupée, à la Gaubretière, en ouverture du festival La Roue Cool. Si vous voulez, allez les voir en prestation, en spectacle. On va passer au jeu à présent avec la question de la semaine. On a quelques jours, 3 indices cette semaine, pour essayer de retrouver le nom de ce Vendéen artiste doux rêveur. Connaissez-vous cet artiste? On cherche son nom. Il ne s'est pris de passion pour la peinture et la sculpture qu'à l'aube de la soixantaine. Donc, sur le tard, dirons-nous. Voilà, pour essayer de retrouver le nom de cet artiste, à la clé, un chèque de 30 € offert par les vitrines du centre-ville de La Roche-sur-Yon à dépenser donc chez les commerçants de l'hypercentre de La Roche. Ils ont besoin de nous en ce moment. A priori, c'est pas très facile. Donc, c'est un petit coup de pouce, voilà, pour vous inciter à aller vous promener dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon. On marque une courte pause et on se retrouve juste après pour la suite de cette matinale. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, 'cause baby, there